Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, le cloud. Là, on a une dépendance, on est une colonie américaine. Il faut le dire, il y a des gens en Europe, des dirigeants, et en premier lieu Emmanuel Macron, qui a déroulé le tapis rouge à Uber, qui a parlé d'ubérisation de l'économie comme un progrès. Avec ses sommets à Versailles. On a laissé le loup aller dans la bergerie, et maintenant on se dit comment on peut faire. Oui, le capital a une nationalité, et ça, il faudrait qu'à un moment, en Europe, on l'entende. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et en 2025, beaucoup d'entre vous ont franchi le pas pour la première fois en soutenant le média. Un soutien historique qui va nous permettre d'investir tout au long de 2026. Alors merci à celles et ceux qui en font déjà partie. Et pour les autres, il est encore temps de rejoindre l'aventure et de soutenir le média durablement via l'abonnement ou un don mensuel. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme cette semaine, Trump joue avec l'économie mondiale avec le Groenland au milieu. Tient-il l'Europe dans ses mains ? C'est parti. Donald Trump menace-t-il l'économie mondiale pour sa lubie sur le Groenland ? Le dirigeant des États-Unis veut s'accaparer le territoire arctique autonome danois et l'Europe fait pression pour stopper l'impérialisme américain. Alors les menaces se sont multipliées, une fois n'est pas coutume. Donald Trump a agité des droits de douane à hauteur de 10% contre 8 pays européens dont la France ou encore 200% sur le champagne et le vin français. Sauf que l'Europe détient près de 40% de la dette américaine, des bons du Trésor, des obligations mais aussi des actions aux mains d'investisseurs, des particuliers et de fonds. Donald Trump menace de grosses représailles si les Européens vendent de la dette américaine. Et jeudi soir, le président américain a annoncé qu'il renonçait à ses menaces d'augmenter les droits de douane pour les pays dont la France, ayant envoyé des militaires au Groenland, car, voyez-vous, il aurait élaboré le cadre d'un futur accord sur le territoire autonome du Danemark avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, dont sont membres les Américains et les Danois, avec qui il venait de s'entretenir à Davos, raconte Politico. Le journal dit « Ouais, le revirement américain a un peu soulagé, mais pas franchement rassuré le vieux continent. » Le président des États-Unis multiplie aussi les pressions politiques sur la Fed, la Réserve fédérale américaine, et son président Jérôme Powell pour qu'ils baissent les taux d'intérêt. On a des armes en Europe et on doit être prêt à les utiliser, affirme Roland Lescure, ministre de l'économie français. On va voir un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Thomas, quelle attitude là doit adopter la France et l'Europe face à Trump ? Alors, la première chose qu'il faut dire, et tu l'as très bien dit, ce qui est hallucinant, c'est que oui, pour le moment, on ne sait pas si les choses ont changé, mais pour le moment, Trump semble avoir un peu reculé sur la question du Groenland parce qu'il a discuté d'un accord avec quelqu'un qui n'est pas du Groenland, qui n'est pas européen, qui n'est pas du Danemark, mais qui est Mark Rutte, qui est à l'OTAN. Donc, il est à l'OTAN très bien, mais en quoi son rôle est de discuter de choses qui ne le concernent qu'indirectement. Mais voilà, il y a une forme d'accalmie. Jusqu'à quand ? Parce que Trump, il peut changer d'avis, même entre le temps où on enregistre et le temps où ça diffuse, il peut rechanger d'avis et annoncer les droits de douane de 85%. Complètement. Donc en fait, l'Europe, la France, est face à quelqu'un qui peut changer d'avis constamment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut vraiment comprendre que si on rentre dans une guerre commerciale, on risque d'y perdre, mais les États-Unis perdront plus en réalité. En réalité, les droits de douane qu'a imposés, on l'avait dit ici, les droits de douane qu'a imposé Trump, quand on regarde les études qui ont été faites aux États-Unis, qui ont été faites en France, montrent que l'impact sur l'activité va être plus fort pour les Américains, parce qu'ils importent des biens qui vont payer plus cher, que pour les Européens. D'où la posture européenne de ne pas trop faire grand-chose et de laisser aller. Mais quand on ne fait pas grand-chose et qu'on laisse aller, ça va de plus en plus loin. Donc, si on augmente la pression, qu'est-ce qui va se passer ? Là, effectivement, on va encore plus punir l'économie américaine, mais on va aussi, à nous-mêmes, se faire plus mal. Donc, il faut manier entre les deux, me semble-t-il, sans être au cœur de l'action, mais il faut manier et le rapport quand même de force avec un peu de pression, c'est-à-dire le coup de griffe, mais aussi la caresse parfois, parce qu'il parle et puis il est content, et puis hop, on passe à autre chose. Il faut pouvoir manier les deux, et après, il faut absolument aller, et c'est là qu'on va parler de ça, qu'il va y avoir des complications, à mon avis, au niveau européen, mais aller aussi sur un plan pour être beaucoup moins dépendant des États-Unis sur certains secteurs importants. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des secteurs où l'Europe dépend des États-Unis ? Il y en a beaucoup. Alors, le premier où on en dépend tous, c'est le numérique. Microsoft, Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, le cloud. Là, on a une dépendance, on est une colonie américaine. Alors moi, ce qui me fait trop marrer, en fait, là-dessus, c'est qu'on a eu beaucoup d'avertissements. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand même, il faut le dire, il y a des gens en Europe, des dirigeants, et en premier lieu Emmanuel Macron, qui a déroulé le tapis rouge à Uber,
qui a parlé d'ubérisation de l'économie comme un oui, progrès. Avec ses sommets à Versailles. Mais avec ses sommets à Versailles, etc. On a déroulé le tapis rouge à ces grands chefs d'entreprise. On était fascinés par eux en leur disant mais venez vous installer chez nous. On a laissé le loup aller dans la bergerie. Et maintenant on se dit comment on peut faire. Sans qu'il paye les impôts, mais en voilà. plus. Et on avait des alertes parce que quand l'Europe s'est dit en 2013, il y a quand même longtemps, l'Europe s'est dit tiens bon, on va peut-être devoir un peu demander sur le traitement des données, ce que font les GAFAM de nos données. On va peut-être mettre un cadre là-dessus. On va peut-être faire en sorte de regarder s'ils payent bien leurs impôts. Le premier qui était monté au créneau, c'était Barack Obama, grand ami de l'Europe. Il est monté au créneau derrière ces GAFAM en disant vous arrêtez de faire ça. Il avait même été un petit peu dénigrant face à l'Europe en disant qu'elle n'était pas capable d'innover et que dans ce cas-là, on devait prendre les GAFAM tels qu'ils sont et pas leur imposer de contraintes. C'était Obama, c'était en 2013, c'était il y a 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et aujourd'hui ? Absolument rien. On a encore facilité le fait que ces géants du numérique arrivent chez nous. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a vraiment la question de l'armement, qui est très importante, mais où on a un degré de dépendance un peu moindre que celui du numérique, parce qu'on a quand même des armées, surtout en France. Nous, on a su tenir une forme de souveraineté là-dessus, mais on reste quand même très dépendant. Et après, la dernière des choses, il y a aussi tous les services de paiement internationaux, où on est très dépendant des États-Unis. Donc c'est assez problématique. Et chaque fois que l'Europe de l'Est ou les pays du Nord, le Danemark, la Suède achètent de l'armement américain, ils achètent de l'armement américain dont les données appartiennent encore aux Américains, qu'on peut limite contrôler à distance, etc. Donc on se met encore plus dans la dépendance des États-Unis. Donc il faut faire très attention sur ce secteur, mais on aurait pu y penser bien en amont. Et ça n'a jamais été fait. Oui, parce que les libéraux adorent dire oui, vive le multinational, il faut laisser tout le monde circuler, il faut laisser la liberté aux entreprises. Mais est-ce que dès qu'il y a une petite crise comme ça, enfin petite, parce que là, c'est des menaces, etc., mais dès qu'il y a une crise, on voit bien que les multinationales, elles ont un drapeau derrière. Exactement. Mais tu as entièrement raison. Les libéraux, ils partent du principe que multinationale n'a plus de nationalité, les dirigeants recherchent leur profit. D'ailleurs, ils nous font le coup dès qu'on dit on va augmenter les impôts. Ils vont se tailler, ils s'en foutent de la France. Le marché est mondial, il n'y a plus de nationalité. Sauf que quand on est en 2013 sous Obama, quand on a attaqué un peu les GAFAM, là, il est monté au créneau. Aujourd'hui, c'est Trump qui monte au créneau. Pour défendre ses entreprises. Voilà, pour défendre ses entreprises. Il ne faut pas les toucher, il ne faut rien faire. Il interdit à un commissaire européen comme M. Breton de venir sur le territoire parce qu'il a voulu taxer les GAFAM. Ouais. On en est là. Donc, oui, le capital a une nationalité. Et ça, il faudrait qu'à un moment, en Europe, on l'entende. Mais quand vous avez des compagnies françaises qui s'associent avec Elon Musk, avec Starlink, etc., et quand vous avez des compagnies européennes qui sont hyper contents de faire venir les Américains, là, on se dit on est un petit peu les grands idiots de la mondialisation. Mais ça, il y en a qui le découvrent aujourd'hui, et puis il y en a d'autres qui le disent depuis un certain nombre d'années. Voilà. Est-ce que les Européens, parce qu'on dit l'Europe, mais en fait, à la fin, quand il y a des crises, on sait très bien qui finit par payer. Est-ce que les Européens sont en danger, là ? Parce qu'on est un petit peu ballottés entre les États-Unis, la Chine, la Russie. En fait, le problème de l'Europe, c'est qu'elle a énormément de richesses, il faut le dire. Elle a énormément aussi de capacités, d'industrie. Mais en fait, elle n'est pas d'accord. Il y avait le diplomate Kissinger, là, qui avait dit l'Europe, donnez-moi le numéro de téléphone. Parce que c'est qui le patron de l'Europe, en fait ? Oui, il y a un pays. Il y a 5 présidences et 27 souverainetés ne font pas une souveraineté. Donc quand les gens disent oui, l'Europe doit prendre en main son destin, mais à l'intérieur de l'Europe, personne n'est d'accord. Certains vont vous dire, moi, je vais acheter... non, mais on l'a vu... Oui, il y a une mondialisation au sein de l'Europe. Il y a une mondialisation au sein de l'Europe. Certains vont dire, moi, je vais acheter des produits américains. D'autres vont dire, non, on est plus proche de la souveraineté. Et d'autres vont dire, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exporter quand même mes biens vers les États-Unis, comme l'Allemagne ou comme l'Italie. Donc, quand on parle de souveraineté européenne, en fait, il y a la moitié qui ne veulent pas parce qu'ils dépendent de la consommation des États-Unis. Puis, il y en a d'autres qui préfèrent acheter américain plutôt qu'acheter européen. Donc on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a été une fois d'accord pareil ? On a eu sur la guerre en Irak à l'époque, menée par M. Bush, les États-Unis, celle de 2004. Bon, la France était contre, l'Italie était pour, l'Espagne était pour, le Royaume-Uni à l'époque dans l'Europe était pour, les pays de l'Est étaient pour. Ça a été difficile pour la France d'essayer de convaincre des partenaires et de dire l'Europe ne parlait même pas d'une seule voix à l'époque. Alors qu'on était en dehors d'un cadre, les États-Unis, ils allaient tout seuls, ils demandaient à des pays de le suivre. Et on était en dehors d'un cadre déjà à l'époque où on n'arrivait pas à peser géopolitiquement en disant non, nous sommes contre face aux États-Unis. Donc là, ça se répète.
Ça se répète de manière économique. Et c'est ça qui fait notre faiblesse, en fait, face à la Russie, face aussi à la Chine et face aussi aux États-Unis. C'est qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a pas de chef de l'Europe. C'est un assemblage de pays comme ça qui pensent différemment. Que ce soit la France ou l'Europe, est-ce qu'il y a des plans structurels, économiques, industriels Là, il y a des gens qui essayent de s'y mettre, notamment Breton, l'ancien commissaire qui va réunir des gens pour discuter d'un investissement public. Ça fait des années qu'on le dit. On n'a pas de vision, en fait. On a zéro vision. Enfin, on pourrait emprunter des milliards. En fait, l'Europe est en capacité, aujourd'hui, économiquement parlant, d'emprunter des centaines de milliards d'euros et de les investir dans la défense, si elle veut, dans le numérique, si elle veut créer des substituts, dans la transition énergétique, si elle veut plus dépendre des panneaux solaires et des éoliennes, elle peut le faire. Nous avons la capacité même supérieure parfois en termes si on regarde les déficits, etc., même supérieure à beaucoup de pays. Chine probablement et peut-être États-Unis, même s'ils ont le dollar. Et nous ne voulons pas le faire. Parce que nous avons de forts désaccords. Alors, il y a des réunions qui se font, des machins, des gens qui vont dire on ne peut pas prendre tous les pays, on va prendre que quelques pays. Mais même quand on prend que quelques pays, c'est-à-dire le bloc des pays forts, nous ne sommes pas d'accord. L'Allemagne et la France ne sont pas d'accord là-dessus. Donc, on peut discuter comme ça pendant 25 ans pour les convaincre, mais les autres avancent beaucoup plus vite. C'est pour ça que l'échelle à redéfinir, et c'est pas une honte de le dire, c'est l'échelle où tu as un levier d'action. Et l'échelle où tu as un levier d'action, c'est quand même l'échelle nationale. On propose aux Européens, ils ne nous suivent pas, on le fait, alors nous. Et voilà. Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Qu'est-ce que doit faire la France dans tout ça ? Est-ce qu'elle doit élaborer un plan industriel toute seule ? Parce que, pareil, j'ai l'impression que la France, depuis plusieurs années maintenant, et les économistes, notamment hétérodoxes, l'avaient prédit, mais... alerte sur le fait que la France est un peu gérée comme une start-up, quoi. Très court-termiste, pas de projet de long terme, pas d'investissement, chaque euro est compté. Non, mais tu as entièrement raison. C'est ça qui nous bloque, en fait. Tu vois, là où l'Allemagne devrait être coopérative, s'il y a des sanctions, ça pèserait plus sur l'Allemagne et l'Italie, qui sont des grands exportateurs, qui verraient frapper Mercedes. Nous, ce serait la filière du vin, mais on est beaucoup moins dépendants que ces pays-là. Et on joue quand même collectif avec ces pays-là. Donc, ils doivent, en contrepartie, accepter d'autres choses. Après, s'ils n'acceptent pas, on utilise nos leviers à nous. On dit, écoutez, certes, on a un déficit, mais on va le creuser encore, mais pour des choses bien. Il est déjà creusé, il est en moitié creusé pour des choses qui ne sont pas très bien, les baisses d'impôts, mais là, on va le creuser pour des choses, pour de l'investissement, pour se protéger, pour réindustrialiser, et qui rapporte au final. Et il ne faudrait pas hésiter à le faire. Et là, au moins, on a des leviers, même si on a perdu la politique monétaire qui est à la BCE, mais on a un levier quand même budgétaire qu'on peut utiliser sur un espace plus petit. Et ce ne serait pas si mauvais que ça, en réalité. Parce qu'attendre qu'on soit tous d'accord pour faire quelque chose, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et on rappelle que la politique industrielle, le savoir-faire industriel, etc., tout ça, on l'avait. On avait toutes les clés en main, on avait vraiment de l'or dans les mains, et on a tout bazardé pour le libéralisme et le capitalisme, quoi. On a vendu une partie d'Alstom aux Américains. On n'a pas cru au savoir-faire français, en fait, alors qu'on avait même, moi je pense aux fonderies parce que j'en parle souvent, mais on avait une force de fusion absolument incroyable en France. On avait quand même énormément de savoir-faire et de gens derrière, et qui a payé les Français, voilà, on le sait. Mais on avait quand même des grosses ressources. On aurait pu vraiment développer plein de choses. Bien sûr, même sur le digital, on avait Alcatel qui était numéro 1 de la fibre optique. On avait même sur les premiers pas d'internet, il y avait beaucoup de Français qui étaient à la manœuvre. Et à un moment, les Américains nous ont dépassés. Moi, je pense qu'ils nous ont dépassés aussi parce qu'ils ont mis les moyens, ce que nous n'avons pas mis. Et puis, on a ouvert la porte. Sur la téléphonie mobile, on avait Nokia, Ericsson en Europe. On avait quand même des géants qui se sont fait avoir... Voilà, qu'on a bradé complètement. Et en bradant ça, on a été très innocents. Alors, pour ma part... On ne connaissait pas trop, mais j'ai du mal à penser que les ingénieurs étaient aussi innocents. On a bradé toutes nos données, tout. Et en fait, on est aujourd'hui extrêmement dépendant de ça. Et nos gouvernements ont peur. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont interdit Twitter. Ça a été le cas du Brésil, ça a été le cas de la Chine. Nous, aujourd'hui, et peut-être ça nous ferait du bien d'ailleurs, mais au niveau de l'Union européenne, personne ne serait capable aujourd'hui de couper les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour un mois, et dire voilà, si vous nous embêtez, on les coupe. Et là, tout le monde se calmerait. Et personne n'oserait faire ça. Donc, on s'est laissé vraiment coloniser de cette façon-là, à une vitesse folle. Et aujourd'hui, on est très dépendant. Trump, c'est pas la première fois du tout qu'il joue avec des menaces sur les droits de douane et autres. Est-ce qu'il est en train d'un petit peu modifier les règles de l'économie mondiale, là ? En fait, on a eu déjà, dans l'histoire de l'économie mondiale, des droits de douane très élevés, qui étaient à 30% à l'après-guerre. C'était des droits. Et puis, ils ont diminué. Sous Trump 1, ils ont réaugmenté.
autour de 2-3%. Et là, les droits de douane vont être maintenant à 10% à peu près. C'est à peu près ça le seuil qu'il y aura en Europe, qui est un seuil que l'Europe peut facilement encaisser sans trop de mal et qui fait encore une fois plus de mal aux États-Unis parce qu'ils vont acheter nos biens dont ils ont besoin, notamment les médicaments, en les payant beaucoup plus cher, 10% plus cher. Là où on rentre dans une nouvelle économie, c'est qu'on rentre dans une économie où aujourd'hui, chacun veut jouer sa partition dans un monde qu'il estime un peu fini, en fait. C'est la fin du capitalisme. C'est-à-dire que là, on se dit, bon, il n'y a plus de terres rares, il n'y a plus de matières premières, donc je dois aller conquérir un autre pays pour avoir des matières premières. On en est là. Après, ce qui est difficile aujourd'hui à comprendre avec Trump, c'est que Trump aussi manipule vachement l'outil statistique. Il a viré beaucoup de gens. Donc, tu n'as pas le droit de dire à Trump, écoute, il y a un problème de chômage. Ah, il y a un problème de chômage, donc je te vire et je mets quelqu'un d'autre qui va dire qu'il n'y a pas. Et donc, les statistiques américaines vont être de moins en moins crédibles. C'est ça qui est problématique dans l'avenir. Donc, lui va pouvoir dire America First numéro 1, mais avec des statistiques qui seront complètement bidonnées. Parce que lui, là, par exemple, il dit qu'ils ont réussi à tuer l'inflation. Dans les statistiques encore, on voit que l'inflation repart quand même un petit peu. Donc on ne peut pas dire qu'il l'a tué. Avec ses droits de douane, ça repart. Mais si tu n'es pas d'accord avec lui, il te change. Donc l'outil statistique va être de plus en plus difficile pour les comparaisons au niveau américain. Mais moi, je reste persuadé que derrière les rapports de force qui font peur à tout le monde, il est vrai que l'armée américaine, et c'est difficile de s'y opposer dans le monde, mais derrière ces rapports de force, l'économie américaine, et notamment pour les classes moyennes et les classes pauvres, va être plus compliquée sous Trump. Et d'ailleurs, on voit même que dans les sondages, c'est plus comme avant, parce qu'il avait dit qu'il se concentrerait sur ça. Et en fait, il se concentre sur des projets plutôt internationaux, dont les Américains ne voulaient plus. Les dirigeants de l'extrême droite favorisent le libéralisme et les grandes entreprises. Bon, c'est pas trop une surprise. Oui, c'est pas une surprise. Oui, c'est pas. Mais il y a des gens qui tombent encore dans le piège. Mais quel est le rôle des grandes entreprises dans cette crise ? Parce que les grandes entreprises européennes ou françaises pourraient aussi jouer la carte du moi, j'ai mon drapeau et je défends mon pays, mais ils sont déjà partis. Il y a eu un changement quand même là du MEDEF qui m'a assez étonné. C'était que le MEDEF au début a dit bon, il faut faire comme tous les grands patrons disaient, il faut faire grosso modo comme Trump. Il baisse les impôts. Bernard Arnault l'avait dit au moment de la taxe Zuckman. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est dingue. Nous, on pense à taxer et tout. Et là, l'ensemble du patronat français, allemand, italien a dit quand même que sur Trump, fallait tenir des mesures un peu fortes. Donc, est-ce que c'est le début ? J'ai du mal à y croire, mais est-ce que c'est le début d'un changement ? Ce serait bien que les patrons européens comprennent que derrière eux, il y a quand même des États et que dès qu'il y a des problèmes, ils vont sonner à la porte de leur État. C'est ce qu'ils ont fait pendant le Covid, avec toutes les aides aux entreprises, et c'est ce qu'ils ont fait pendant le Covid, et c'est ce qu'ils ont fait pendant la crise de 2008. Donc ça, encore une fois, moi je pense que c'est aussi au chef de l'État à leur faire comprendre que quand on donne de l'argent, il y a des contreparties et c'est pas que des appels, c'est pas qu'un cadre à favoriser pour que tout aille bien. Voilà, que des Bruno demandent, que derrière il y a un truc beaucoup plus profond. Et c'est quelque part Trump, c'est ce qu'il fait un peu. Alors il leur baisse les profits, etc., mais il leur demande aussi de marcher droit, quoi. Mais ça montre aussi que Trump, sur le plan économique et d'autres, mais là on parle d'économie, il est pas très fiable en fait, il est pas très construit. Moi. C'est ce que disent, oui, c'est très clair qu'on a du mal à voir où est-ce qu'il veut aller, à part mettre des droits de douane. Mais moi, je pense que le bilan sera fait. Les droits de douane sont là, ils pensent que ça va réindustrialiser. Je ne pense pas que ça va réindustrialiser. Il a réussi à faire 2-3 trucs comme ça au niveau international. Il dit, là, partout où il passe, c'est la paix. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc non, moi je suis persuadé que l'économie américaine va sortir. L'économie américaine a toujours été gagnante. Oui. Quoi qu'il dit l'inverse, mais tout a été fait pour qu'elle soit gagnante. En premier lieu, le dollar quand même, qui est la monnaie internationale, qui devait être adossée sur l'or et qu'ils ont refusé d'adosser. Donc ils sont gagnants depuis toujours. Ils ont réussi à imposer, on va dire, un système économique mondial qui leur était extrêmement favorable parce qu'ils étaient dominants sur un certain nombre de secteurs. Et quand on regarde l'ensemble des multinationales, vous en avez les 10 premières, c'est quasiment que des Américaines. Enfin, il y en a peut-être deux autres Américaines, vous en avez 8 Américaines. Donc il a réussi à s'imposer, à faire en sorte que le système profite à ça. Et là, maintenant, il dit en fait que c'est eux qui perdent. C'est complètement faux. Donc moi, je pense que l'économie américaine sera beaucoup plus faible à la sortie de Trump qu'elle ne l'était quand ils y sont entrés. Et face à ça... Il y a beaucoup de choses là qui récupèrent de ce qu'avait fait Biden, en disant que c'est lui, mais bon, voilà. Et pour finir, comment l'Europe et la France doivent gérer, en même temps d'avoir un leader qui a la plus grosse économie mondiale, et en même temps qui n'est pas très fiable, et en même temps qui menace, et en même temps se défendre. Enfin, comment doit agir la France et l'Europe ? L'Europe doit retrouver... De ton humble point de vue. Non, mais moi, je pense qu'on doit retrouver de l'indépendance sur ce qu'on appelle du stratégique.
Et là, quand je vois que toute l'économie a été faite, l'économie dite moderne, a été faite à l'aide d'Internet, la consommation d'électricité maintenant, avec tout se fait à l'aide d'Internet, donc avec une forte dépendance des États-Unis, je trouve que là-dessus, on a trop cru que voilà, les multinationales, elles étaient indépendantes et qu'elles étaient là pour nous et quand on les faisait bosser, elles étaient contentes. Là, on se rend compte que quelqu'un peut racheter Twitter et l'utiliser comme une arme politique. Et donc, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Donc, il faut retrouver de l'indépendance là-dessus, mais pour retrouver de l'indépendance, il faut faire des investissements, publics. Et il faut que là, les gens veulent bien faire ça. Et quand on regarde les débats qu'il y a en Europe aujourd'hui et en France... Oui, c'est austérité, déficit, dette. Austérité, déficit, dette, il n'y a que ça. Et aux États-Unis, on le rappelle souvent ici, dette supérieure, déficit supérieur. Ils n'en ont rien à faire, ils avancent. En Chine, pareil, ils rehaussent leur déficit quand ils en ont besoin. Nous, il faudrait qu'on sache jouer de manière un peu plus pragmatique avec la politique budgétaire et également avec la politique monétaire, comme le font tous les autres pays, ce qu'on ne fait pas. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. En 2025, beaucoup d'entre vous ont franchi le pas pour la première fois en soutenant le média, un soutien historique qui va nous permettre d'investir tout au long de 2026. Merci à celles et ceux qui en font déjà partie. Et pour les autres, il est encore temps de rejoindre l'aventure et de soutenir le média durablement via l'abonnement ou un don mensuel. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.